Je m'appelle Miguel, mais ce nom ne signifie plus rien. C'est l'ombre d'un homme qui a vendu son âme à Tijuana, une ville où le bruit des balles recouvre depuis longtemps les prières des mères. Pendant 8 années, j'ai été une pièce de la machine de mort du cartel, un rouage anonyme qui se croyait au service d'un roi visible LTO. Tout le monde répétait son nom avec peur, comme s'il incarnait le mal absolu. Les journaux l'avaient érigé en monstre, les rumeurs amplifiaient son image de boucher sanguinaire, et nous, jeunes soldats de la rue Pension, vraiment travaillions pour lui. Mais la vérité est tout autre. Derrière cette façade de violence et de gloire sanglante se cachait un fantôme. Un homme qui n'apparaissait sur aucune affiche de la DEA, qui n'avait jamais offert son visage aux photographes, ni ses mots aux journalistes. On l'appelait Don Sébastien, et pendant toutes ces années, c'est lui qui contrôlait chaque gramme de cocaïne qui franchissait la frontière, chaque opération militaire improvisée, chaque goutte de sang versée sur l'asphalte de Tijuana. Si je prends aujourd'hui la parole, ce n'est ni pour glorifier, ni pour excuser. C'est une confession, parce qu'on ne survit pas à l'enfer sans porter des cicatrices invisibles et que je n'ai plus rien à perdre. J'ai vu des amis trahis, des frères enterrés sans sépulture, des enfants recrutés comme guetteurs, puis abattus comme chiens. J'ai vu l'argent transformer des hommes simples en bêtes, et la peur plier des colonels décorés. Tout cela n'était pas le fait du Théo. C'était l'œuvre de celui qu'on ne nommait pas. Je me souviens de la première fois où son ombre a croisé mon chemin. Une fusillade éclatait non loin de la zone à Rio. Je n'étais alors qu'un gamin chargé de livrer un paquet. 3 camionnettes noires bloquaient de la rue. De l'une est sorti un homme en costume gris, chaussures luisantes, porte-altier. Il ressemblait plus à un banquier qu'à un capot. Mais la manière dont les autres se courbaient en silence quand il parlait, la précision de ses gestes, le simple mouvement de sa main ordonnant la disparition de 2 hommes, tout m'a glacé. Ce jour-là, sans le savoir, j'ai aperçu le vrai maître de Tijuana. À partir de là, plus rien n'a été pareil. Les règles avaient toujours été claires, ne rien voir, ne rien entendre disparaître. Pourtant, j'avais vu. J'avais entrevu la vérité que personne n'osait prononcer. Dans ce monde, les chefs visibles sont des écrans de fumée. Les véritables patrons, se terrant dans l'ombre, ils ne laissent pas de traces. Aujourd'hui, je raconte ce que j'ai vécu, parce que la peur qui m'a tenu, en laisse pendant des années, n'a plus de pouvoir. Le cartel m'a volé ma jeunesse, mon innocence et la vie de ceux que j'aimais. Il ne me reste que les mots, et peut-être un dernier souffle de vérité. Car le secret le plus dangereux de Tijuana n'est pas qu'Elteo ait régné par le sang, mais qu'il n'ait jamais été qu'un pion, une marionnette au service d'un fantôme nommé Don Sébastien. Je suis né dans la poussière de Tijuana, dans une maison qui n'était guère plus qu'un assemblage de planches et de cartons. L'eau arrivait 1 fois par semaine, si nous avions de la chance, et la nourriture se limitait souvent à des tortillas sèches et quelques haricots. Ma mère, une femme usée par le travail, passait ses journées à nettoyer les maisons des riches pour 300 pesos, un salaire qui disparaissait avant même la fin de la semaine. Elle rentrait chaque soir avec les mains rougies par les produits chimiques, les articulations gonflées, mais toujours un sourire forcé pour que nous ne voyions pas son épuisement. Mon père n'était qu'une silhouette floue dans mes souvenirs. Parti trop tôt happé par l'alcool ou par une autre femme, je ne l'ai jamais vraiment connu. C'est ma mère qui portait tout sur ses épaules, tandis que ma petite sœur Lupita essayait d'apporter sa contribution en vendant des chewing-gums dans le centre. Elle n'avait que 12 ans lorsqu'elle a abandonné l'école. Je revois encore ses yeux sombres lorsqu'elle comptait ses pièces de monnaie le soir, comme si chaque peso pouvait nous offrir un peu d'espoir. La zone anortée, là où nous vivions, n'était pas un quartier, mais un piège. Les rues résonnaient des cris des ivrognes, des coups de feu isolés et des sirènes qui s'approchaient toujours trop tard. Les enfants grandissaient au milieu des dealers, des prostituées et des militaires en patrouille qui ne voyaient jamais rien. À 18 ans,
je savais déjà distinguer l'argent propre de l'argent taché de poudre. La morale, c'était un luxe pour les ventres pleins. Je portais des journaux sous la pluie, espérant vendre assez d'exemplaires pour ramener quelques pièces à la maison. Mais chaque fois que je croisais les vitrines illuminées des quartiers riches, je sentais la colère monter. Derrière ces vitres, des enfants de mon âge s'asseyaient devant des assiettes pleines, portaient des baskets neuves, rêvaient d'université. Moi, je rêvais seulement d'un toit qui ne prenne pas l'eau et d'une table où ma mère n'aurait pas à s'excuser parce qu'il n'y avait rien à manger. La faim est une blessure silencieuse. Elle creuse l'estomac, mais surtout, elle creuse l'âme. Elle te pousse à regarder chaque billet comme une planche de salut. Lorsque le Flaco Mendoza m'a tendu pour la première fois un billet de 500 pesos, j'ai vu dans les yeux de ma mère un éclat qui m'a transpercé. Elle a cru que j'avais trouvé un travail honnête dans une boutique. J'ai menti sans ciller. Voir son sourire après des mois de résignation valait toutes les trahisons de conscience. Pourtant, au fond de moi, je savais que je descendais un escalier sans retour. Chaque pas me rapprochait d'un monde où l'on ne revient pas en arrière. Mais qu'aurais-je pu faire d'autre? L'école n'était plus une option. Les emplois légaux payaient moins qu'un paquet livré en 1 heure. Et surtout, j'avais cette rage en moi, la rage de ne plus jamais être humilié, de ne plus sentir le vide dans mon estomac, ni la honte dans le regard de ma sœur. On dit que les criminels naissent mauvais. C'est faux. Nous naissons affamés, délaissés, écrasés par l'indifférence. C'est la rue qui façonne nos choix, qui transforme des enfants en guetteurs, des adolescents en assassins. La mienne m'a façonné comme un couteau mal aiguisé, tranchant mais fragile, prêt à se briser au premier choc. Quand je repense à ces années, je comprends que ma trajectoire était presque écrite. J'étais le fils d'une femme brisée, le frère d'une enfant sacrifiée, le produit d'un quartier oublié. Et dans les rues de Tijuana, un garçon comme moi n'avait que 2 avenirs possibles: crever de faim ou vendre son âme au cartel. J'ai choisi de vendre mon âme. C'était un après-midi gris, la pluie tombait en filets serrés sur l'avenue de la Quinta et Révolution. Je me tenais à un carrefour, mes journaux détrempés sous le bras, criant des titres que personne ne voulait entendre. Les passants pressaient le pas, les voitures klaxonnaient, et moi je comptais les minutes avant de rentrer à la maison, les poches presque vides. C'est alors que je l'ai vu. Un homme maigre, nerveux, le visage creusé, mais les yeux brillants comme ceux d'un prédateur. On l'appelait Flaco Mendoza. Il s'est approché de moi avec cette assurance particulière qu'ont les hommes habitués à dicter la loi de la rue. Il a sorti un cigare froissé de sa poche et, en l'allumant, m'a demandé combien je gagnais en une journée. J'ai répondu la vérité, 100 pesos dans les bons jours à peine, de quoi nourrir ma famille. Il a ri un rire sec sans joie, puis a sorti de sa poche un billet de 500. Il l'a brandi devant moi comme une promesse ou une provocation. « Tu peux faire ça en 1 heure si tu veux », a-t-il murmuré. Je savais parfaitement d'où venait cet argent. À Tijuana, à 18 ans, tu apprends vite à reconnaître l'odeur de la poudre et du sang. Mais ce billet brillait plus que mes scrupules. L'image de ma mère aux mains abîmées, celle de ma sœur, vendant des bonbons sous le soleil, tout cela m'a traversé en 1 seconde. Alors j'ai posé la question fatidique. « Qu'est-ce que je dois faire ?» Flaco a souri. Pas le sourire d'un ami, mais celui d'un joueur qui sait qu'il a déjà gagné la partie. Rien de compliqué, chamaco. Tu livreras des paquets. Tu seras comme un coursier, sauf que tu seras mieux payé. Tu ne poses pas de questions, tu ne parles à personne, tu disparais après ton travail. C'était simple, trop simple. Et c'est précisément cette simplicité qui m'a piégé. Cette première nuit, je suis rentré chez moi avec plus d'argent que ma famille n'en avait vu depuis des mois. J'ai inventé un mensonge, j'avais trouvé un emploi dans une boutique. Ma mère a cru à ce miracle, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu son sourire chasser les ombres de fatigue. Cette joie a suffi pour me convaincre que je faisais le bon choix,
même si une voix intérieure me hurlait le contraire. Les premières semaines ont ressemblé à un jeu. Je transportais de petits paquets, toujours dans les mêmes quartiers, Libertad, Otay, Playas de Tijuana. Je frappais à des portes, prononçais un mot de passe, laissais le paquet, recevais l'argent et repartais sans un mot. Nous étions 4 garçons à faire ce travail, moi, Pecas Guerrero, et un petit nerveux qu'on appelait Raton. Chaque matin, nous nous retrouvions dans une taqueria près du marché Hidalgo où Flaco nous donnait nos instructions. Il répétait toujours la même règle. Vous ne savez rien, vous ne voyez rien, vous n'entendez rien. Vous êtes des fantômes. Au début, j'y ai cru. Être un fantôme, c'était rassurant. Invisible, insoupçonné, protégé. Mais à Tijuana, personne ne reste invisible très longtemps. Les balles finissent toujours par retrouver les silhouettes dans l'ombre. Je revois encore ce jour de novembre où tout a basculé. Je venais de livrer un paquet dans une maison de la zone à Rio quand des rafales de fusils ont éclaté dans la rue voisine. Ce n'étaient pas de simples coups de feu perdus. C'était une bataille ouverte Kalachnikov, crises, vitres éclatées. Poussé par une curiosité idiote, je suis sorti voir. Et c'est là que mes yeux ont croisé pour la première fois celui qu'on appelait le fantôme. 3 camionnettes noires bloquaient de la rue. Les vitres teintées masquaient les visages, mais la peur des hommes qui l'entouraient ne laissait aucun doute. De l'une des voitures est descendu un homme en costume gris, impeccable, chaussures brillantes, un porte-documents de cuir à la main. Il n'avait rien du stéréotype du narco. Il ressemblait à un banquier, à un politicien. Mais lorsqu'il a levé la main, 2 hommes ont été traînés de force d'une maison, embarqués dans les véhicules, et n'ont jamais reparu. Son pouvoir n'avait pas besoin de cris ni de coups. Il suffisait d'un geste. Je suis resté figé derrière un poteau, le cœur battant, incapable de détourner les yeux. J'avais vu le fantôme qui tirait les ficelles. Ce jour-là, sans le vouloir, je suis entré dans un monde dont je ne pourrai plus jamais sortir. Après ce jour de novembre, je n'ai plus jamais regardé mon travail de la même façon. J'avais vu ce que je n'aurais jamais dû voir, l'homme en costume gris. Quand j'ai osé en parler au Flaco, son visage s'est figé d'une peur que je ne lui connaissais pas. Lui qui riait de tout, même des cadavres retrouvés dans les fossés, m'a saisi par le bras et m'a soufflé d'une voix dure. « Cet homme n'existe pas. Tu ne l'as jamais vu. Tu comprends ?» J'ai acquiescé, mais au fond de moi, je savais le fantôme avait désormais une place dans mes pensées, et rien ne pourrait l'effacer. La règle des fantômes, celle que Flaco répétait chaque matin, avait soudain pris un sens plus sombre. Être invisible n'était pas seulement une consigne de survie, c'était une condition pour rester en vie après avoir croisé cet homme. Car un regard posé sur lui pouvait déjà être une condamnation. Quelques semaines plus tard, je fus convoqué pour une mission inhabituelle. Pas une simple livraison. Flaco m'ordonna de me présenter bien habillé à la taqueria à 8 heures du soir. Pas de question, ajouta-t-il en baissant les yeux. Je sentis que quelque chose d'énorme se préparait. Une Suburban noire aux vitres fumées vint me chercher. Les plaques portèrent le sceau du gouvernement de l'État. Ce détail aurait dû m'alerter sur l'ampleur de la corruption, mais à 18 ans, je n'avais pas encore les réflexes d'un homme méfiant. Le trajet fut silencieux. Nous avons quitté le vacarme des quartiers populaires pour les rues calmes et éclairées de Chapultepec, là où vivaient les vrais riches, pas les narcos tape à l'œil, mais ceux qui détenaient le véritable pouvoir. La maison devant laquelle nous nous sommes arrêtés n'avait rien d'ostentatoire. Pas de colonnes dorées, ni de voitures de luxe alignées. Une façade discrète, des jardins impeccablement entretenus, des lumières tamisées. Exactement le genre d'endroit où un fantôme choisirait de vivre. À l'intérieur, je fus conduit dans un bureau. Et là, pour la première fois, il m'attendait. Don Sébastien. Cinquantaine élégante, cheveux argentés, lissés en arrière, aucun bijou, aucune arme visible. Rien de l'image que je me faisais d'un patron de cartel. Pourtant, ses yeux suffisaient à glacer le sang, froid perçant, comme s'il disséquait mon âme. « Assieds-toi, Miguel, dit-il calmement en désignant une chaise.
Mon cœur fit un bond. Comment connaissait-il mon nom? Je n'étais qu'un coursier anonyme. Mais il savait tout. Il parla doucement comme un professeur donnant une leçon. Le flaco m'a dit que tu étais fiable, que tu ne posais pas de questions. Mais il m'a aussi dit que tu avais des yeux, que tu observes, que tu comprends ce que les autres ne voient pas. Je sentis la sueur couler dans mon dos. Était-ce un piège? Une menace? Il continua. Dans ce monde, il y a deux types d'hommes. Ceux qui obéissent sans réfléchir utile pour un temps, et ceux qui voient au-delà des ordres, qui comprennent qu'il y a toujours une stratégie derrière. Les premiers meurent vite, les seconds vont loin. Il esquissa un sourire glacé, le sourire d'un prédateur qui reporte sa mise à mort. Je veux savoir si tu es du premier type ou du second. Ce soir-là, mon baptême ne fut pas une fête ni une cérémonie. Ce fut une plongée dans un sous-sol transformé en centre d'opération. Sur les murs des cartes, détaillant chaque frontière, chaque route de contrebande. Sur les tables des radios, des ordinateurs, des hommes qui parlaient le langage de la guerre. C'était une armée invisible dirigée par cet homme que personne n'avait jamais vu. Don Sébastien posa ses règles. Ce que tu vois ici meurt ici. Mon nom n'existe pas. Pour le reste du monde, je suis un fantôme. J'ai hoché la tête. Mais au fond, je savais que j'avais franchi une ligne. Ce n'était plus une histoire de paquets à livrer. C'était l'entrée dans un univers où chaque erreur se payait de sang. Ce soir-là, j'ai cessé d'être un simple messager. Je suis devenu un soldat de l'ombre. Jusqu'à ce jour, mon rôle s'était limité à observer, à transporter, à disparaître. Mais Don Sébastien n'acceptait pas les demi-mesures. Pour lui, un homme n'était digne de confiance que s'il avait prouvé qu'il pouvait marcher au milieu du sang sans vaciller. C'est ainsi que j'ai reçu ma première mission véritable. Ce n'était pas une livraison, ce n'était pas non plus un test anodin. C'était une plongée directe dans le cœur du cartel, un baptême par le feu et par le sang. Don Sébastien me convoqua dans son bureau, le carnet noir de cuir ouvert devant lui. Ses yeux restaient fixés sur mes gestes, comme s'ils pouvaient déchiffrer chaque battement de mon cœur. « Les fédéraux préparent un grand opérativo », m'expliqua-t-il. 3 maisons de la Colonia Libertà, 50 hommes. Je veux savoir quand, où et avec qui. Tu as une semaine. Je me sentis d'abord écrasé. Comment un gamin de 18 ans pouvait-il espionner la police fédérale? Mais reculer n'était plus une option. Refuser, c'était signer mon arrêt de mort. Alors j'ai accepté. Je me suis glissé dans une cantina de la Zona Centro où les agents fédéraux avaient l'habitude de venir boire après le service. L'odeur d'alcool et de sueur masquait les conversations, mais il suffisait de tendre l'oreille. Les policiers parlaient trop quand ils étaient ivres, surtout si une femme leur souriait. J'ai observé, noté, mémorisé. Chaque détail devenait une pièce de puzzle. Les dates, les lieux, le nombre d'hommes. Une semaine plus tard, j'ai présenté mon rapport à Don Sébastien. Il a pris des notes dans son carnet noir silencieux. Puis il a levé les yeux vers moi et pour la première fois a dit « Bon travail. Maintenant regarde et apprends. » La veille de l'opération, les maisons avaient été vidées. Quand les fédéraux ont frappé le lendemain matin, ils n'ont trouvé que des murs nus et un message peint en rouge « Gracias pour Avissar ». Athées, les mêmes qu'avant. Leur humiliation fut totale. 2 des agents qui avaient trop parlé furent retrouvés exécutés chez eux le surlendemain. C'était la leçon parlée coûtait la vie. Ce fut ma première initiation au pouvoir réel. J'avais compris que dans ce monde, l'information valait plus que la poudre ou l'argent. Celui qui savait, celui qui prévoyait, celui qui contrôlait les silences et les mots détenait la clé. Don Sébastien n'était pas seulement un trafiquant, c'était un stratège. Mais mon véritable baptême vint quelques mois plus tard, lorsqu'une trahison interne fit éclater la fragile cohésion du groupe.
Un homme que nous appelions El Chino vendit des informations au cartel de Sinaloa. L'embuscade coûta la vie à 5 de nos hommes, dont Pécasse, l'un de ceux avec qui j'avais commencé à livrer des paquets. Don Sebastián ordonna que Chino soit capturé vivant. Avec El Teo, nous avons planifié l'opération. C'était la première fois que je travaillais directement avec lui. Je découvris un homme brutal mais précis, violent, mais calculateur. Nous avons attaqué la maison où Chino se cachait. L'opération fut chirurgicale. Nous l'avons sorti du lit, une arme pointée sur le front, incapable de comprendre que son destin était déjà scellé. On l'emmena dans un entrepôt discret près du fleuve Tijuana. Là, Don Sebastián l'attendait entouré d'outils dont je préfère taire la nature. L'interrogatoire dura 6 heures. Chino livra tous les noms des complices, les routes, les plans de Sinaloa. À la fin, il n'était plus qu'une ombre d'homme. Don Sebastián me regarda alors, son pistolet dans la main. Il le tendit vers moi. « Fais-le. » Mon cœur se mit à cogner dans ma poitrine. Jusqu'ici, j'avais vu la mort, j'avais entendu les balles, mais je n'avais jamais été celui qui appuyait sur la détente. C'était l'instant où je devais franchir la ligne. J'ai pensé à Pécasse, à sa blague idiote, à ses rires dans la taqueria. J'ai pensé à ma mère et à ma sœur qui ne sauraient jamais ce que j'étais devenu. Puis j'ai appuyé. Le bruit a résonné dans mes os. À partir de ce moment, je n'étais plus seulement un messager, ni un espion. J'étais devenu un assassin. Et dans les yeux froids de Don Sebastián, j'ai vu que c'était exactement ce qu'il voulait. À partir de la nuit où j'ai abattu El Chino, mon statut changea radicalement. Dans le regard de Don Sebastián, je n'étais plus un simple coursier ou un collecteur d'informations. J'étais devenu un homme de confiance, un soldat qui avait franchi la ligne et qui pouvait désormais porter des responsabilités plus lourdes. On ne m'appelait plus El Chamaco. On m'introduisait comme l'un des siens. Dès les premières semaines, mes missions évoluèrent. Je ne transportais plus des paquets, je coordonnais des opérations. J'avais une équipe de 6 hommes sous mes ordres, chargés de superviser les livraisons, de vérifier les itinéraires et de s'assurer que rien n'attirait l'attention de la police. Chaque mouvement, chaque rendez-vous, chaque mot de passe changeait chaque jour. L'organisation n'était pas un chaos de voyous, c'était une machine militaire dirigée par un cerveau froid, Don Sebastián. Je découvris aussi un monde que je n'avais jamais imaginé. Derrière les façades de la pauvreté, il y avait les soirées fastueuses dans les villas de Tijuana ou de Rosarito. Les tables croulaient sous l'alcool, la musique couvrait les murmures de complot, et les femmes se vendaient aux plus offrants, comme si leur jeunesse n'était qu'une marchandise. À 19 ans, j'avais l'impression de dominer le monde, une voiture, une arme, de l'argent à distribuer, et la peur dans les yeux de ceux qui prononçaient mon nom. Mais ce pouvoir avait un prix. Chaque sourire cachait une menace. Chaque toast portait la saveur de la trahison. Dans les couloirs des maisons élégantes, les regards se jaugeaient comme des couteaux. La loyauté n'était jamais qu'un masque fragile, et derrière lui, chacun rêvait de prendre la place de l'autre. C'est à cette époque que je rencontrai pour la première fois El Teo, dans un cadre différent. Jusqu'alors, il était une silhouette lointaine, celui qui apparaissait dans les journaux, qui faisait trembler la rue par ses ordres brutaux. Mais assis à la même table que Don Sebastián, je vis un autre visage. Devant lui, El Teo baissait les yeux, presque respectueux. Ce contraste m'a ouvert les yeux, l'image publique du cartel n'était qu'une façade. Le véritable pouvoir silencieux, invisible, appartenait à Sébastien. Lors de ces réunions, je compris enfin la structure réelle. El Teo dirigeait l'opération visible, les exécutions, les affrontements, les disputes de territoire. Il attirait la lumière, la haine, les caméras. Mais dans l'ombre, Sébastien contrôlait tout, la logistique, les finances, la corruption, les négociations avec les politiciens et même avec les militaires. C'était un équilibre fragile, le feu et la glace, le visage et le fantôme. Mon rôle lui grandissait. Je devenais leurs yeux dans la rue, mais aussi leurs mains dans les affaires plus complexes. Je participais à la répartition des cargaisons, à la gestion des fonds,
au contact avec les policiers achetés. Bientôt j'eus ma propre maison, ma propre voiture, et assez d'argent pour que ma famille ne manque de rien. Ma mère croyait que j'étais devenu un entrepreneur prospère. Elle priait chaque soir pour que je sois en sécurité, sans savoir que j'avais déjà du sang sur les mains. Avec la richesse vinrent aussi les privilèges. Les bars me réservèrent des tables, les clubs m'ouvraient leurs portes, et les femmes cherchaient mon regard comme si j'étais une promesse d'avenir. Mais derrière les rires et l'alcool, je sentais déjà le vertige d'une chute possible. Car plus je montais, plus je devenais visible pour ceux qui voulaient me voir tomber. Un soir, Don Sébastien m'a fixé longuement avant de dire « Rappelle-toi, Miguel, les soldats gagnent des batailles, mais les stratèges gagnent les guerres. Choisis ton camp. » Et c'est... Ces mots résonnent encore en moi. J'avais cru grimper vers la liberté, mais en réalité, je m'enchaînais à une guerre que je ne contrôlais pas. À mesure que je grimpais dans la hiérarchie, je découvris les véritables lois du cartel. Elles n'étaient pas écrites dans un livre, mais gravées dans la chair de ceux qui osaient les enfreindre. La première, la plus sacrée, était le silence. Celui qui parlait trop finissait dans une fosse parfois avec toute sa famille. La seconde était la loyauté absolue. Mais la loyauté dans ce monde n'était pas une vertu, c'était une arme pointée contre toi. Car chacun pouvait l'exiger, et personne ne la garantissait vraiment. Nous vivions dans une bulle étrange. D'un côté, l'opulence voiture de luxe faite dans des villas au bord de la mer montagne de billets qui s'entassaient dans des valises. De l'autre, la peur permanente, un appel nocturne, pouvait signifier une mission ou une exécution. Les rires autour des piscines n'effaçaient pas les murmures dans les couloirs. L'alcool coulait, la musique résonnait, mais derrière chaque sourire brillait la méfiance. Je me souviens d'une soirée à Rosarito. Des politiciens, des chefs de police, des hommes d'affaires étaient là riant avec les capots comme s'ils fêtaient un mariage. Des jeunes femmes servaient du champagne des serveurs, distribuaient des plateaux d'armes et de cocaïne comme s'il s'agissait de simples amuse-gueules. Ce mélange de luxe et de violence me troubla profondément. Je réalisais que le cartel n'était pas un monde séparé, il s'entremêlait à la société entière. Les murs n'existaient plus entre le pouvoir officiel et le pouvoir criminel. Dans ce théâtre de mensonges, chacun jouait un rôle. Le Théo incarnait la brutalité, l'homme qui se salissait les mains. Sébastien lui restait invisible, observant depuis l'ombre. Quant à moi, je devins un intermédiaire trop bas pour donner des ordres au chef, mais assez haut pour exécuter ceux qui doutaient. J'étais le messager des silences, l'exécutant des menaces voilées. La discipline était implacable. Un retard, une erreur, un doute suffisaient pour déclencher des sanctions. Je vis un camarade Guerrero disparaître après avoir perdu un chargement mineur. On retrouva son corps criblé de balles 2 jours plus tard avec une pancarte. Assis, terminant los descuidados. J'appris alors que la peur était plus efficace que la violence brute, car elle s'insinuait dans nos rêves, dans nos gestes, dans chaque respiration. Pourtant, paradoxalement, il existait entre nous des moments de fraternité. Nous étions jeunes, nous partagions les mêmes dangers, les mêmes secrets. Parfois, autour d'une bière tiède, nous riions comme des garçons normaux. Mais ce rire avait toujours un goût amer, car chacun savait qu'il pouvait être le prochain à tomber. L'amitié n'était qu'une trêve fragile dans une guerre permanente. Don Sébastien cultivait cette dualité avec une précision diabolique. Un jour, il me fit asseoir dans son bureau et me dit « La peur te maintient en vie, mais la confiance te fait avancer. Entre les deux, il y a un fil mince, ne l'oublie jamais. » Ces paroles résonnaient comme une malédiction. Je marchais en équilibre, toujours prêt à tomber. Ce fut aussi l'époque où je commençais à tenir mes propres carnets. J'y notais des noms, des dates, des lieux. Au départ, c'était par habitude, parce que Sébastien m'avait enseigné que l'information était le sang de la guerre. Mais bientôt je compris que ces carnets pouvaient être mon seul salut, si un jour tout s'effondrait. À l'intérieur de l'organisation, j'étais respecté, craint même par certains.
Mais dans le miroir, je ne voyais plus un jeune homme. Je voyais un fantôme en devenir un pion qui croyait monter en puissance alors qu'il s'enfonçait dans l'ombre. La vérité, je la pressentais déjà. Personne ne sort indemne d'une famille bâtie sur le sang. Je croyais avoir déjà compris l'ampleur de notre pouvoir. Les armes, l'argent, la terreur, tout cela me semblait suffisant pour dominer une ville. Mais ce que je découvris ensuite dépassait mes pires soupçons. Le cartel n'était pas seulement une armée clandestine, c'était une partie intégrée du système. La révélation me frappa un soir d'octobre 2005. J'étais dans la maison de Don Sebastián lui présentant un rapport sur les mouvements du cartel de Sinaloa. Il était concentré sur mes notes quand son téléphone sonna. Habituellement, il me demandait de sortir. Cette fois, il était si absorbé qu'il oublia ma présence. Je restais figé témoin d'un dialogue qui allait changer ma perception du monde. « Si, commandante. »« Compris. Pas d'opération dans ces zones jusqu'à mon signal. Les Sinaloenses ne bougeront pas avant la semaine prochaine. Parfait, on se parle jeudi comme d'habitude. » Lorsqu'il raccrocha, il se retourna vers moi comme si de rien n'était. « Où en étions-nous » demanda-t-il. Mais je n'écoutais déjà plus. Les pièces du puzzle s'assemblaient dans ma tête. Les informations précises, les opérations toujours anticipées, l'accès à des équipements militaires, ce n'était pas le fruit de simples informateurs corrompus. Non. Don Sebastián était lui-même un homme de l'État. À partir de ce moment, j'observais plus attentivement. Chaque jeudi soir, il disparaissait mystérieusement. Chaque opération fédérale semblait étrangement synchronisée avec nos besoins. Et toujours notre organisation en sortait renforcée. La vérité s'imposa à moi, Sébastien n'avait pas seulement corrompu le gouvernement, il était le gouvernement. La confirmation arriva en décembre lors d'une mission qui resta gravée dans ma mémoire. Le cartel de Sinaloa préparait un envoi massif de 5 tonnes de cocaïne par le port d'Ensenada. Officiellement, la marine mexicaine lança un opérativo spectaculaire. Les journaux parlèrent d'un grand succès de la lutte contre la drogue. Mais de l'intérieur, je vis une autre réalité. Les cargaisons confisquées ne totalisaient que 2,5 tonnes. L'autre moitié, elle se volatilisa dans nos entrepôts. Ce soir-là, Sébastien me regarda droit dans les yeux et me dit calmement « La guerre contre la drogue est un commerce comme un autre. Elle a besoin de victoires pour justifier ses budgets, mais aussi de continuité pour rester vivante. Nous fournissons les deux. » Je compris alors que nous n'étions pas seulement un cartel, mais une pièce d'un théâtre national où chacun jouait son rôle. Les politiciens brandissaient des statistiques, les militaires exhibaient des saisies spectaculaires et nous nous profitions des coulisses pour grandir. Tout le monde y trouvait son compte, sauf les morts anonymes laissés derrière. Cette découverte me hanta, car si Sébastien était réellement un fonctionnaire de haut rang, alors il n'était pas seulement un fantôme. Il était un double visage, un protecteur officiel, le jour un seigneur de guerre la nuit. Et cette dualité le rendait intouchable. Aucun juge, aucun général, aucun journaliste n'aurait jamais assez de preuves pour le renverser. Je pris conscience aussi de ma propre insignifiance. Moi qui croyais avoir gagné du pouvoir en contrôlant des équipes des territoires, je n'étais qu'un pion déplacé sur un échiquier gigantesque. Le véritable jeu se jouait entre l'État et le cartel, mais en réalité, ces deux mondes n'en formaient qu'un seul. Ce soir-là, je rentrais avec un poids de nouveau dans ma poitrine. Je n'étais plus seulement complice de crimes. J'étais l'acteur d'une trahison plus vaste, celle d'un pays entier vendu à ses propres fantômes. Au début de l'année 2006, j'avais atteint un sommet que je n'aurais jamais imaginé. J'avais ma propre équipe de 10 hommes, 3 quartiers sous mon contrôle et un budget mensuel qui dépassait le $250 000. Pour ma mère et ma sœur, j'étais devenu un homme respectable, un fils
qui leur offrait enfin une vie décente. Mais derrière cette façade, je savais que chaque billet que je posais sur leur table était taché de sang. C'est à cette époque que j'ai commencé à sentir les fissures. Pas à cause des ennemis extérieurs, mais de l'intérieur même du cartel. El Teo et Don Sébastien ne parlaient plus le même langage. Le premier voulait plus d'action directe, des coups de force sanglants qui rappelaient à tout le monde qui était le maître de Tijuana. Le second prônait la patience, la stratégie, les accords secrets avec l'État. L'un était le visage brutal, l'autre le cerveau invisible. Et moi, coincé entre eux, je voyais le vernis se craqueler. Les réunions devenaient tendues, les regards de Théo vers Sébastien n'avaient plus cette déférence. Il y avait de la rancune, de la jalousie. Et Sébastien, derrière son calme glacial, laissait transparaître une irritation nouvelle. Pour la première fois, j'ai senti que l'équilibre fragile pouvait se rompre à tout moment. Dans la rue, la guerre contre le cartel de Sinaloa s'intensifiait. Les embuscades se multipliaient, les cadavres s'amoncelaient. Chaque nuit, les sirènes hurlaient comme un chœur funèbre. Nous étions partout et nulle part à la fois. Mais plus je gagnais en influence, plus je devenais une cible. Je sentais les regards derrière moi, les chuchotements dans mon dos. La paranoïa devint mon ombre. J'essayais de garder le contrôle en notant tout dans mes carnets secrets, nom, date, accord, trahison. Je me disais que ces pages pourraient un jour me sauver, que l'information était ma seule arme face à des hommes qui pouvaient me supprimer d'un claquement de doigts. Mais cette illusion de sécurité ne fit qu'alourdir mon angoisse. Car plus j'écrivais, plus je savais que je détenais une bombe entre mes mains. Puis vinrent les premières pertes irréparables. Un soir, Guerrero, l'un de mes plus proches hommes, disparut. On retrouva son corps 3 jours plus tard, mutilé, abandonné dans une ruelle, avec une pancarte, assis, muet en Los Traidors. Pourtant, je savais qu'il n'avait pas trahi. Il avait seulement été au mauvais endroit, au mauvais moment. Cette mort d'injuste me fit comprendre que dans ce jeu, l'innocence n'existait pas. La suspicion suffisait pour condamner. La méfiance devint la règle. Je ne dormais plus que quelques heures, toujours armé, toujours prêt à fuir. Même dans les fêtes, entouré de musique et d'alcool, je scrutais chaque geste, chaque sourire. Était-ce de l'amitié ou une ultime mascarade avant le coup de grâce? C'est alors que j'ai compris que ma chute n'était pas une possibilité, mais une certitude. J'avais trop vu, trop appris. Je connaissais les visages cachés, les accords secrets, les complicités de l'État. Dans un monde bâti sur le silence, je devenais une menace simplement parce que j'existais. Le poids de cette vérité m'écrasait. J'avais voulu l'argent pour sauver ma famille, et maintenant je réalisais que je les avais condamnés. Car si mon nom apparaissait sur une liste noire, le cartel n'hésiterait pas à les faire disparaître aussi. La peur n'était plus seulement la mienne, elle s'étendait à ceux que j'aimais. La chute ne survint pas en un instant spectaculaire, mais dans une lente descente. Chaque jour, je perdais un peu plus de certitude, un peu plus de loyauté autour de moi. Les fantômes que je servais m'avaient élevé, mais ils commençaient déjà à creuser ma tombe. Aujourd'hui, si je parle, ce n'est pas pour me justifier. Ce n'est pas pour effacer le sang qui colle à mes mains. Rien ne peut laver ce que j'ai fait. Je parle parce que j'ai survécu et que ma survie n'a de sens que si je révèle ce que tant d'autres n'ont jamais osé dire. J'ai vu la mort de près trop de fois pour encore la craindre. Les visages de mes camarades assassinés hantent mes nuits. Les cris étouffés de ceux qui ont supplié pour leur vie résonnent encore dans mes oreilles. Mais ce qui me hante le plus, ce n'est pas la violence brute, c'est le silence. Le silence des politiciens complices, des officiers, qui fermaient les yeux, des voisins, qui savaient, mais qui ne parlaient pas. Le silence qui permettait à un fantôme comme Don Sébastien de régner sans jamais exister. J'ai longtemps cru que l'argent pouvait sauver ma famille, leur offrir une échappatoire. Mais l'argent n'était qu'un poison lent. Il nous liait encore plus au cartel.
Chaque billet que je posais sur la table de ma mère rapprochait un peu plus son fils de la tombe. Et chaque sourire qu'elle me donnait, sans savoir d'où venait cet argent, me transperçait d'une douleur muette. Je me suis souvent demandé si j'aurais pu choisir une autre voie. Peut-être. Mais dans les rues de Tijuana, la pauvreté est un piège qui avale les enfants et les recrache en criminels. Le cartel ne m'a pas seulement recruté, il m'a façonné. Et moi, je me suis laissé façonner parce que j'avais faim, parce que j'avais peur, parce que je croyais qu'il n'y avait pas d'autre avenir. Je raconte tout cela parce que la vérité est la seule arme qui me reste. Mes carnets, mes souvenirs, mes cicatrices, voilà mon héritage. Peut-être qu'ils serviront un jour à démonter le mythe de cette guerre absurde. Car la plus grande illusion, c'est de croire que les cartels et l'État s'affrontent. La réalité, je l'ai vécue. Ils se nourrissent l'un de l'autre. Ils prospèrent ensemble. Et les morts ne sont que la monnaie d'échange de ce commerce invisible. Un jour, Don Sébastien m'a dit « Les soldats gagnent des batailles, mais les stratèges gagnent les guerres. » Il avait raison. Mais il avait oublié de préciser que les stratèges ne laissent jamais de traces. Ils effacent leurs pas, ils disparaissent derrière les rideaux, ils n'existent que dans les ombres. Et pendant que le monde entier regardait El Teo comme le monstre de Tijuana, le véritable maître lui restait invisible. C'est cette invisibilité qui m'a marqué plus que tout, car elle est le véritable secret du pouvoir. Ce ne sont pas les noms dans les journaux, ni les cadavres accrochés au pont, ni les vidéos de violence qui gouvernent le monde. Ce sont les fantômes, les hommes qui n'apparaissent jamais, mais qui tirent chaque ficelle qui décide, qui vit et qui meurt. Je suis fatigué de courir, fatigué de regarder par-dessus mon épaule, fatigué de me réveiller en sursaut au moindre bruit. Voilà pourquoi je parle. Parce que si je me tais, je ne serai qu'un autre cadavre anonyme dans une ruelle. Mais si je parle, peut-être qu'au moins une vérité survivra. Alors écoutez bien, les chefs visibles ne sont que des marionnettes. Les véritables patrons, eux, ne seront jamais photographiés, jamais arrêtés, jamais nommés. Ils sont invisibles. Et tant qu'ils resteront invisibles, cette guerre ne finira jamais.